médiéval à tendance fantastique. Fantastique est tangent, on le devine, son ombre plane sur l'histoire, il n'a pas encore fait irruption brutalement dans le récit, mais on sent qu'il est tout près. C'est une histoire d'amour et de vengeance, avec deux personnages principaux, un comte Galoane qui a perdu sa femme dans des conditions tragiques, qui est obsédé par la perte du seul être qu'il ait vraiment jamais aimé, et dont la folie est entretenue par un personnage très trouble, un alchimiste nommé Alcantor, qui lui fait miroiter la possibilité de faire revenir cette femme du royaume des ombres. Et parallèlement, il y a la fille d'un autre noble qui l'a tué au cours d'une guerre, qui est sa captive et qui ne rêve que de vengeance. Et les objectifs des uns et des autres vont entrer assez rapidement en contradiction et les personnages vont changer au fur et à mesure du récit. L'amour va se transformer en haine, la haine en amour, mais pas au même moment. Et tout ça dans un décor baroque rendu à merveille par un dessinateur extraordinaire que j'ai découvert à l'occasion de cet album qui s'appelle Paolo Varela. Une liberté que j'ai rarement dans la mesure où la plupart de mes récits sont des récits réalistes contemporains qui sont donc, même s'il s'agit de fiction, chaque fois plantés dans un décor assez minutieusement constitué. Et dans la mesure où j'annonce la couleur d'emblée en disant cette histoire se passe en des temps reculés et dans des lieux, je ne sais plus ce que je dis exactement, lointain ou incertain, je n'ai pas eu à faire ces reconstitutions soignées dont j'ai l'habitude. C'est quelque chose le cadre est extrêmement vague et donc me permet de laisser libre cours à une imagination débridée qui n'est pas contrainte par les nécessités de reconstitution. Le lecteur n'est pas dépaysé dans la mesure où les bâtiments, les costumes, les fortifications rappellent un petit peu, je dirais, le Moyen-Âge du XIIIe siècle, en gros, mais sans autre référence précise. Et donc ça permet de laisser se dérouler une histoire baroque à l'intérieur de ce cadre qui semble vaguement familier au lecteur, mais qui va l'amener sur des chemins inattendus. Mais de présenter les sentiments et les réactions des personnages de façon beaucoup plus brute que dans une série contemporaine où ces mêmes sentiments se développent dans un cadre beaucoup plus polissé et donc sont eux-mêmes plus polissés qu'ils ne le sont là. Dans une histoire réaliste comme j'en ai déjà écrite sur des personnages qui sont fous, la folie, je pense par exemple à Quintet, donc le personnage, le manipulateur qu'on découvre dans le tome 5, est en effet un personnage qui est fou lui aussi. Mais le contexte fait que jusqu'à la fin, on ne le sait pas, parce que finalement sa folie se part d'oripeaux scientifiques qui font que il paraît presque normal. Ici, dans la mesure où on est dans un contexte violent, on est dans un contexte où la civilisation a du mal à s'imposer, les sentiments, qu'il s'agisse de la folie, de la haine, du désir de vengeance, de l'amour, des passions quelconques, et ils sont exposés de façon beaucoup plus brute, d'autant plus que les personnages qui les expriment sont dessinés par Paolo Grella, qui a un trait extrêmement baroque, je dirais, et l'impression n'est pas la même, alors qu'au fond, les sentiments sont un peu les mêmes que ceux que j'ai traités ailleurs. D'autre part, le fait d'être dans le Moyen-Âge nous procure un plaisir supplémentaire qui est celui du dialogue. Le fait de ne pas situer mon histoire dans un contexte précis me permet d'utiliser des termes qui seraient ridicules dans une histoire médiévale datée précisément.
présenter le personnage de Galoane. Je voulais aussi montrer toute l'ambiguïté des relations entre les personnages. C'est pas de la haine vis-à-vis d'un personnage très méchant. Bien sûr, il est très cruel, il est sauvage, il frise la démence, mais il a des raisons. Et le fait de le présenter dans ce contexte de brutalité, au départ, permet aussi de montrer toute sa souffrance et de montrer derrière cette souffrance l'amour immense, infini qu'il avait pour cette femme, au point de l'aimer par-delà la mort et de vouloir aller la rejoindre là où elle est, ou plutôt de la ramener de là où elle est partie. Et du coup, ça donne une autre saveur au jeu qui va se tramer entre Lilwyn et lui, puisque ce n'est pas la vengeance vis-à-vis d'un méchant, de personnages. Très souvent dans l'histoire de vengeance, on a un personnage négatif très typé. Évidemment, l'empathie vis-à-vis du héros, de l'héroïne, est d'autant plus grand qu'on déteste ce personnage. On ne peut pas détester complètement Galoane, et du coup, à la fois, on éprouve l'envie de voir Lilwyn arriver à ses fins. En même temps, on éprouve de l'empathie, de la pitié pour Galoane. On espère qu'il va s'en tirer, on espère qu'il va se passer quelque chose entre eux. Et en effet, à la fin du tome 2, il y a une espèce de croisement des sentiments qui va laisser espérer pendant quelque temps que les choses vont s'arranger. Et en réalité, on va partir sur toute autre chose et l'histoire va poursuivre dans sa trajectoire tragique. Je crois que c'est des thèmes un peu universels et sur lesquels j'ai réfléchi moi-même. Bon, je pense qu'on réfléchit encore plus quand on devient parent. On a toujours cette angoisse sous-jacente de voir un être qui est tout pour vous disparaître brutalement. Quelle serait notre réaction face à ça? Et donc cette espèce d'espoir qu'ont entretenu les hommes depuis l'aube de l'humanité de trouver une alternative à la mort, soit par l'immortalité, soit par la religion, soit par la magie qui ramènerait ces êtres aimés à la vie sous une forme ou une autre. Il y a un roman qui n'a strictement rien à voir, mais qui m'a marqué, c'est Cimetière de Stephen King, dans lequel les tentatives de ramener les êtres du royaume des morts vers celui des vivants se traduisent par des conséquences terrifiantes et horribles. Et ils reviennent certes, mais pas sous la forme qui est attendue. Donc là, Elcantor, le mage aux motivations extrêmement troubles, lui promet qu'elle va lui revenir sous la forme exacte qu'elle avait auparavant. Et il a tellement envie que, aussi aberrant que puisse paraître cette promesse, il la croit. D'autant plus que nous sommes, encore une fois, dans le Moyen-Âge et que la magie, les mythes ne sont pas perçus comme ils le sont aujourd'hui. Ça n'a rien de forcément aberrant